Introduction. Anne-France, je te laisse prendre la scène. Bonjour à toutes et à tous. It is a great honor to Bonjour, c'est un grand plaisir de présenter le professeur Ellen King, professeur émérita d'études classiques à la Open University, l'université ouverte au Royaume-Uni. It's a great institution, by the way, but I can't develop at the moment. Donc, j'ai entendu il y a longtemps déjà, quand j'ai connu Hélène au début, donc il s'agissait de femmes qui lisaient sur les femmes. Il y avait une publication 1987, elle disait qu'elle était très heureuse de travailler sur ces sujets, sur les choses qu'elle trouvait à la fois intéressantes, amusantes. Aussi, elle a travaillé avec des éditeurs sur la période prémoderne. Donc, elle a contribué par beaucoup de textes, elle a apporté beaucoup de textes concernant les femmes sur l'ouverture de ce corps, les fluides qui se déversent, etc. Aussi, beaucoup d'autres livres sur des femmes. Et je voudrais surtout insister sur un livre très important qui était sorti en réaction aux études grecques qui avaient été faites, quelque chose de publié par Lacker. Le livre d'Hélène sera central pour cette conférence. Comme la redécouverte d'Hippocrate publiée récemment. Et quelque chose d'autre qui est très intéressant, c'est le retour à la sagesse ancienne, y compris Hippocrate. Le traitement des patients, non pas la maladie, et aussi Hippocrate, le père de la médecine, à l'âge de l'Internet, publié en 19. Actuellement, elle travaille sur l'histoire du corps féminin et essaye de communiquer à la fois d'une manière intéressante et amusante pour vulgariser en fait ce sujet également. Aujourd'hui, elle va nous parler du sujet suivant. L'utérus dans toutes ses dimensions, des images de Vézal aux laines tricotées du mouvement Knit Your Womb. Merci beaucoup, Hélène, de faire un travail aussi intéressant. Thank you, Hélène. Alors, merci beaucoup vraiment de cette présentation. Merci de vous souvenir de l'humour que j'avais lorsque je vous avais vu dans le passé. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous attaquons. Alors, je dois avertir les gens avant. Hélène a déjà averti les gens hier lors de l'ouverture du colloque, mais il y a des contenus sexuels et des références à la naissance d'un bébé, à la dissection, et si cela ne vous convient pas, vous pouvez peut-être ne pas suivre cette présentation. En tout cas, merci beaucoup infiniment à Hélène et infiniment à Emmanuel, le traducteur, qui en fait l'a amélioré dans sa traduction. Je ne crois pas que c'est la langue française qui est meilleure, mais je crois qu'il a compris ce que je comprenais, ce que je voulais dire, il comprenait. Donc ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, je commence et je partage mon écran. Ça devrait fonctionner. It works very well. All we need to know. Good. Oui, cela marche très bien. Merci beaucoup. Alors, je travaille sur l'histoire de la gynécologie depuis de nombreuses années maintenant et je m'intéresse particulièrement à la notion de corps fluide, une idée grecque ancienne selon laquelle le corps est dominé par un certain nombre de fluides, la maladie provenant de l'excès d'un de ces fluides et la santé provenant de l'équilibre entre ces fluides.
Dans ce modèle du corps fluide, les organes n'occupent pas une part très importante. Ce ne sont que des récipients interchangeables où les fluides sont recueillis et stockés et d'où ils se déversent selon les besoins. Or, il se trouve que depuis quelque temps, je m'intéresse plus aux organes eux-mêmes. Et du fait de mes intérêts de recherche pour le corps des femmes, c'est l'utérus qui, naturellement, a attiré mon attention. Dans mes recherches sur la représentation du corps féminin, j'ai progressivement quitté le monde de la Grèce antique pour entrer dans celui de la Renaissance et au-delà. Et aujourd'hui, je vais pousser les observations jusqu'au XXIe siècle. Dans le cadre de mon travail, je me suis penché sur les matériaux qui ont suivi de support pour représenter les organes. Au cours de l'histoire de la médecine occidentale, les utérus ont été fabriqués en terre cuite, en cire, en papier mâché, en bois, en métal ou en caoutchouc. Or, parmi les moyens de représentation possibles, ce sont le tricot et la couture qui ont attiré mon attention. Le tricotage de parties du corps est une caractéristique de notre époque. Sans savoir exactement quelle est toute l'étendue de cette pratique, je me concentrerai aujourd'hui sur ce qui se fait au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais comment faire de la chair avec de la laine? Comment faire de l'humide avec du sec? Et comment trouver les bonnes couleurs, les bonnes textures? La création de parties du corps tricotées est grandement facilitée par l'Internet. En effet, les sites web pour tricoteuses et tricoteurs ne se contentent pas de partager des patrons, mais discutent aussi longuement de ces questions. Quelle couleur? Quelle texture? Quelle laine utiliser? Les difficultés ne sont pas très différentes de celles rencontrées pour d'autres formes de représentation en 3 dimensions. La cire, par exemple, est un support particulièrement utile pour représenter les corps et parties du corps depuis la première modernité. Car non seulement elle peut être colorée pour donner l'impression du vivant, mais aussi elle a un aspect humide. Le contraste est frappant entre l'apparence humide d'un organe en cire du XVIIIe siècle et l'aspect mort et sec des pièces humaines exposées dans le Body Worlds de Gunther van Hagens. L'on voit ici la Vénus anatomique de Clemente Susini de Florence, restaurée et brillante. Bizarrement, l'utilisation par von Hagens de véritables cadavres traités par son procédé de plastination peut être moins dérangeante qu'une création artistique en cire parce que la cire semble plus humide. Avant de me pencher sur le tricot, j'aimerais le replacer dans le contexte des façons plus anciennes de représenter la matérialité du corps. L'une de ces méthodes était bien sûr l'illustration imprimée. Lorsqu'Andrea Vesal a voulu faire imprimer ses célèbres illustrations de l'intérieur du corps pour son livre Fabrica de 1543, il a dû se limiter à 2 dimensions et au noir et blanc. Pour représenter le corps féminin, c'est sans doute la figure 27 qui est l'illustration la plus connue. Pour nous, aujourd'hui, cela ressemble plus à un pénis qu'à un utérus. Eh bien, cela est dû en partie au fait que la coupe qui est présentée est tout à fait inattendue. De nos jours, nous illustrons l'utérus avec les trompes de Fallope et les ovaires, car nous considérons qu'il s'agit d'une seule structure, d'une seule partie du corps. Ainsi, la question se pose de savoir ce qui est considéré comme une partie du corps. Si les travaux d'Hérophile à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère avaient bien révélé les trompes de Fallope et les ovaires, on ne connaissait pas leur fonction. En outre, dans la représentation du corps, telle qu'elle existait dans le monde antique, le vagin n'était en aucun cas une partie distincte. Il s'agissait plutôt du col de l'utérus. La façon dont le corps ici représenté a été sectionné par Vesal présente l'utérus, le vagin et les organes génitaux externes comme une seule structure. La légende est
Les commentaires que fait Vézal dans le corps du texte à propos de la figure 27 indiquent clairement que pour lui, l'important n'est pas ce que nous voyons, la concordance pénis-vagin, mais le vide de l'utérus. La dissection en a été faite en effet de manière à montrer qu'il n'y a rien dedans. Cela veut dire que la femme dont on a prélevé l'utérus avait été exécutée conformément à la loi qui stipulait qu'une femme enceinte ne pouvait pas être exécutée. Il fallait attendre qu'elle ait donné naissance au bébé. Ainsi, nous ne devrions peut-être pas considérer cette image comme celle d'un utérus générique, mais plutôt comme celle de l'utérus d'une femme spécifique. Le dissecteur soutient ici le verdict des sages-femmes appelées à examiner le corps encore vivant, verdict selon lequel cette femme n'était pas enceinte, contrairement à de nombreuses autres images de corps féminins figurant dans divers médias, comme la Vénus anatomique de Soussini. Les femmes généralement sont enceintes et on peut voir le bébé ici, effectivement. Ailleurs, dans la Fabrica de Vézal, dans les images montrant le corps entier, on voit le cadavre d'un homme arpenter le paysage autour de la ville de Padoue, perdant progressivement des morceaux de son corps. Dans l'œuvre de Vézal, il y a très peu d'illustrations du corps féminin, car c'est l'homme qui est utilisé pour représenter le corps humain en général et la femme uniquement pour montrer les organes de reproduction. Dans les petites images qui illustrent le texte, cependant, on voit les corps masculins et féminins comme s'ils étaient taillés dans une pierre froide, en style de statue brisée. On peut interpréter cela en disant qu'il s'agit d'une référence délibérée au passé classique. La réutilisation du torse du belvédère, découvert à Rome à la fin du XVe siècle, appuie cette idée. Les parties manquantes ont également pour effet d'enlever toute marque du modèle humain original qui a servi pour chaque image. S'agissait-il d'une seule personne ou avons-nous affaire à un amalgame de nombreux cadavres? Cependant, il subsiste parfois des indices troublants permettant de remonter à une personne précise. Dans le corps de la femme à droite sur cette image, au-dessus de l'épaule gauche de la femme, il y a ce qui pourrait être des cheveux ou des poils, ou la corde utilisée pour la pendaison de la femme, car telle était la source des corps de Vézal. Parlons maintenant des utérus tridimensionnels. Ils sont une caractéristique de l'enseignement de l'obstétrique au XVIIIe siècle. On s'en servait pour illustrer les positions à la naissance et les accouchements difficiles. Il peut être difficile de voir la femme ici, car l'utérus occupe la place centrale. Tout ce que l'on pourrait en voir, si elle est présente, consiste en ce qui reste d'une paire de jambes amputées, bien que cette image supérieure d'un utérus en verre, utilisée à Bologne pour former des praticiens, hommes et femmes, soit peut-être moins troublante que celle à droite de la diapositive, qui montre une version très charcutée de femme enceinte par William Hunter dans son Gravide Uterus de la fin du XVIIIe siècle. Les modèles en verre servaient à la formation des sages-femmes et des obstétriciens dont on bandait les yeux pour qu'ils découvrent par le toucher ce qui se passait à l'intérieur sous le regard compassé des autres stagiaires. Le bois était aussi un matériau utilisé, comme dans ce modèle français, aux matériaux mixtes, sur la gauche, réalisé par Pierre-Constant Boudin et Alphonse Pinard, décrit pour la première fois en 1877 et donné d'un abdomen en latex et d'un utérus en latex, porteur d'un fœtus mort et contenant aussi de l'eau. Les modèles les plus chers comprenaient une vis dans le dos qui modifiait la courbure de la colonne vertébrale. À droite, vous pouvez voir un matériau plus souple, du tissu, bien que parfois un vrai bassin humain ait été utilisé comme base. L'élément controversé ici est le bébé. Il y a eu de nombreux débats
pour savoir si un bébé en tissu était suffisant ou si la meilleure méthode consistait à utiliser un enfant mort-né conservé. On peut constater que l'image imprimée, le verre, le bois et le tissu transmettent tous un message similaire. L'accent est mis sur le bébé et son extraction réussie plutôt que sur le corps de la mère. Au XIXe siècle, on utilisait également le caoutchouc. Les utérus en verre du XVIIIe siècle pouvaient contenir des fluides utilisés pour imiter les fluides de la naissance, mais le caoutchouc était encore plus prometteur. Ces utérus pouvaient être utilisés dans des mannequins, également appelés fantômes, où l'on voyait en modèle une femme complète, comme dans cette illustration de 1890 d'un modèle fabriqué en Allemagne et exposé à la Société d'obstétrique de Philadelphie en 1889. Je trouve très troublante ici la présence d'un visage et de vêtements, mais l'on retrouve également des bas sur certains des modèles utilisés au XVIIIe siècle. Comme choix d'utérus possible pour accompagner ce mannequin, on trouve un modèle fait en caoutchouc. On pouvait le serrer et le desserrer, et voici à quoi ressemble le résultat final. Le mannequin avait aussi un rectum en caoutchouc. La poche située sur le côté de l'utérus pouvait être remplie d'eau pour imiter le liquide amniotique. Mais revenons au tricot. En Occident, tout travail du tissu, du tissage à la broderie, a toujours été considéré comme un travail de femme et comme faisant partie des tâches ménagères de la femme, du moins jusqu'à l'avènement des industries. Mais il y a quelque chose dans notre psychisme, quelque chose d'encore plus profond concernant la laine et les femmes. Dans les textes médicaux d'Hippocrate, quand on parle de texture de la chair, la femme est comparée à de la laine brute et l'homme est comparé à un vêtement fin. Le tricotage à la main a une longue histoire, le plus souvent comme source de revenus ou comme moyen d'économiser de l'argent sur les vêtements. On tricote pour se tenir chaud. Dans notre culture actuelle, il s'agit souvent de vêtements pour bébés. Les premiers exemples de tricotage en Europe ne sont souvent pas du tricot, mais une technique appelée knoll binding qui utilise une seule aiguille. Ça n'est pas du tricot, ça y ressemble, mais ça n'est pas du tricot. Il y a eu des changements au fil du temps. L'histoire de l'Occident a vu des changements dans la façon dont le tricot a été perçu comme masculin ou féminin et dans la façon dont il est valorisé. C'est un peu comme dans le monde médiéval où les hommes et les femmes travaillaient ensemble dans les ateliers de broderie, mais au XVIIIe siècle, la broderie a été classée comme exclusivement féminine, un fleuron censé être l'apanage d'une femme de qualité. L'ouvrage de Rosika Parker, The Subversive Stitch, publié pour la première fois en 1984, a été réimprimé et a fait l'objet d'une édition révisée. Elle y montre comment, tout au long de l'histoire de l'Europe occidentale, la broderie était une occupation proprement féminine, mais aussi comment elle a été utilisée, réutilisée par des militantes, telles que les suffragettes, pour servir leur cause. L'utilisation du tricot au XXIe siècle semble correspondre à quelque chose de très différent. Le mouvement « Knit your own body parts », tricoter vos propres parties du corps, change totalement la donne, comme je vais le montrer. Il faut déjà et surtout considérer les propriétés qu'a la laine elle-même par rapport à d'autres matières qui servent à représenter l'utérus. Comme nous l'avons déjà vu, la cire a l'air humide, ce qui lui donne un aspect à la fois convaincant mais inquiétant. Ce n'est même pas qu'elle est un air médical au sens professionnel du terme, elle est simplement inquiétante et réelle, et donc elle dérange quand on la regarde. Or, le tricot, même représentant des organes internes, aura toujours l'air doux, chaleureux et familier. Voici ici un utérus utilisé actuellement dans les cours de Parent Craft
au Royaume-Uni, basé sur un modèle qui fut proposé dans les années 1960 par le National Childbirth Trust. La première utilisation d'un tel dispositif remonte à 1940 environ, lors d'une démonstration pédagogique auprès du American College of Surgeons, qui fut rapportée dans le magazine Time de cette année-là. Un ballon ou une balle de plage est placé dans l'utérus avec un ballon dur plus petit dans la manchette. Un élastique peut être enfilé dans le bas et le haut de la manchette. Si vous palpez le gros ballon, le haut du petit ballon apparaîtra. Et je cite, pour représenter la dilatation du col de l'utérus. Fin de citation. Lorsque le col de l'utérus se dilate, il s'amincit également. Il s'agit d'un phénomène que les élèves ne pourraient pas voir autrement, puisqu'il se produit à l'intérieur du corps et reste invisible. Les propriétés de la laine réussissent très bien à imiter les propriétés du corps. Les instructions qui figurent sur le patron pour tricoter un utérus précisent, je cite, « Il ne faut pas essayer de donner à cet accessoire visuel un aspect réaliste. Il sera probablement mieux accepté dans les cours s'il est tricoté dans des couleurs unies, peut-être des couleurs chamois ou avoine, pas des couleurs vives. » Fin de citation. Et hier, nous avons entendu Matt nous parler des clitoris imprimés en 3 dimensions, le travail de Danny, donc des clitoris multicolores. Et donc, je suis ravi de voir qu'en fait, on est passé au rose aussi en Angleterre. Mais je suis ravi que Sue Tully, donc une sage-femme chargée de cours à l'Université de Bournemouth, ait opté pour le rose. C'est bien cela. Dans un article paru dans le Guardian en 2013, la journaliste Susan Moore fait part de son expérience lorsqu'elle participait à des cours prénataux. La sage-femme qui les donnait, je cite, avait tricoté un utérus. Elle s'est excusée du fait qu'il était bleu marine, car elle n'avait plus de laine rose. Le tricot en maille simple représente l'utérus et la partie côtelée représente le col de l'utérus. Alors, elle a fait sortir une balle de tennis par le col en disant « Voilà, ça c'est la naissance. » Fin de la naissance. Fin de citation. Ici, l'utérus bleu marine rappelle une série d'images où l'on voit non pas un ballon, mais une poupée genre Cabbage Patch Doll. Il s'agit ici d'utérus utilitaires, mais aujourd'hui, l'utilisation principale du tricot et du crochet n'est pas le fait de professionnels, mais de femmes ordinaires, à des fins ornementales, parfois à des fins thérapeutiques, mais souvent pour remettre en question les messages négatifs sur le corps féminin et pour que les femmes prennent confiance en leur utérus. On ne tricote plus pour des raisons pratiques, pour se tenir au chaud. Comme le note Beth Ann Pentney dans un article de 2008 qui demande la chose suivante, je cite, « Les arts textiles sont-ils un modèle viable pour l'action politique féministe ?» Fin de citation. Les livres sur le tricot peuvent avoir un ton ironique, je cite, et des visuels kitsch. Fin de citation. Les parties du corps tricotés dont les patrons sont largement disponibles en ligne sont des cadeaux destinés à réconforter une femme qui a subi une opération chirurgicale, une hystérectomie ou l'ablation d'un kyste ovarien. L'un de ces utérus tricotés a été baptisé Ursula Utérus. Les tidbits de la féministe canadienne Beryl Tsang ont été créés après sa mastectomie. Elle voulait trouver une prothèse mammaire, mais trouvait que celle qu'elle avait achetée ressemblait à du foie cru, pour la citer. Elle a donc décidé de s'en tricoter une et de la porter avec l'un de ses soutiens-gorge préférés. Elle encourage d'autres femmes à se tricoter une prothèse personnelle, ce qui leur permet de ne pas dépendre du commerce médical. Les parties du corps tricotées remettent souvent en question les limites entre art et artisanat, entre vie privée et vie publique. Un exemple de ces parties du corps tricotées en tant qu'art serait cette œuvre de Chris Zantis, une artiste qui vit en Australie et qui a exposé en 2011 l'installation intitulée Domestic Goddess.
Cette installation associait la cuisine, ici des coupes biscuits en forme de femme, à des vulves. Ces objets d'art ne sont pas le sujet de ma présentation aujourd'hui. Je veux me concentrer sur les femmes ordinaires qui utilisent le tricot à leur propre fin. En ce qui concerne les utérus tricotés, ils remontent tous au premier modèle des parties du corps proposé par Nitty.com à l'hiver 2004, créé par la tricoteuse et crocheteuse M.K. Carroll. Cette créatrice a noté à propos de cet utérus que, je cite, « Il n'est pas tout à fait exact d'un point de vue anatomique. J'ai pris quelques libertés avec la forme générale et l'échelle, et j'ai omis les ligaments reliés aux ovaires. Et bien sûr, un utérus humain n'est normalement pas rose bonbon. » Fin de citation. Vous avez déjà vu beaucoup de roses utilisées pour les parties du corps féminin. Puisque c'est la couleur dite féminine, le rose est souvent utilisé par dérision. Dans les instructions données pour l'utérus, on lit, je cite, « Rembourrez le corps jusqu'à ce qu'il devienne dur mais reste douillet. » Fin de citation. Douillet. Ce n'est pas un mot que l'on utilise souvent pour parler d'un utérus. Et il n'y a pas de ligament. Ce choix fait que cet utérus ressemble davantage à un utérus hippocratique qui peut migrer librement dans le corps. Ce modèle de l'utérus vagabond a joué un rôle important dans la réception qui a été faite en médecine au corps antique, du monde médiéval à aujourd'hui, notamment parce qu'il nous est si étranger. Elle a écrit en 2007. Hippocrate, je cite, « Hippocrate a inventé le terme hystérie car il pensait que cette maladie était due à l'utérus qui circulait dans tout le corps à la recherche d'enfants. Eh bien, cet utérus-ci va faire son voyage en dehors de mon corps. » Fin de citation. J'inclus ici, à titre de comparaison, un utérus votif antique, une autre espèce de partie du corps portable. Les textes d'Hippocrate n'utilisent pas le mot hystérie, mais cela ne change rien pour cette présentation. Carroll insiste sur le fait que les utérus fabriqués à partir de son modèle ne peuvent être vendus, sauf à prix coûtant des matériaux. Si vous souhaitez ajouter des ovaires, elle suggère de, je cite, « choisir les ovaires que votre utérus préférera. Si c'est du cristal Swarovski, donnez-lui du Swarovski. Des perles, rien n'est trop beau pour votre utérus. » Fin de citation. L'utérus tricoté apporte du piquant, de l'espièglerie, et cela vaut la peine de s'attarder sur cet aspect des choses. Il peut être considéré comme faisant partie de ce qui a été décrit en 2012 comme une nouvelle franchise dans les discussions sur le corps féminin. Selon les mots de Amy Singer sur le blog nitty.blog, je cite, « Pourquoi tricoter un utérus? Parce que A, c'est mignon, B, c'est tricotable, et C, c'est vraiment mignon. On n'aurait jamais cru qu'on pouvait tricoter quelque chose d'aussi mignon. » Fin de citation. Et comme le montre le choix de Carroll d'omettre les ligaments, il y a des choix à faire dans la façon de créer un utérus mignon. Le fameux Snatchel, le Snatchel de Zabeth Stewart, transforme l'utérus en sac, montrant non pas un utérus animé et mobile comme celui de Carroll, mais plutôt un contenant. Les ovaires sont flamboyants et le cordon remplace peut-être les ligaments. Son utérus n'inclut pas seulement les ovaires, il y a aussi du vagin, il y a les lèvres, il y a des poils. Elle fait la remarque suivante, je cite, « Je ne peux pas m'attribuer le mérite de ce nom astucieux, mais c'est Eric de notre club Stitch and Bitch qui l'a trouvé. Moi, je lui avais donné un nom banal et utilitaire comme vagina bag, sac vagin, ou vulva purse, sac vulve. On peut vraiment remercier Eric. Il n'y a rien de pire qu'une vulve utilitaire. Elle n'est peut-être pas jolie, cette vulve, mais elle est à moi. » Fin de citation.
Et voici les instructions pour le snatchel. Je cite. Les petites lèvres varient beaucoup d'une femme à l'autre. J'ai fait un seul rang au crochet simple et j'ai placé au hasard une ou deux mailles en point de chaîne entre les crochets simples sur tout le pourtour. Cela donne à mes petites lèvres un aspect plutôt irrégulier. Si vous voulez que vos petites lèvres dépassent vos grandes lèvres, comme c'est le cas chez les femmes, vous pouvez essayer de faire 2 ou 3 tours de crochet simples. Si vous suivez ce conseil, je vous recommande de n'en ajouter que quelques points de chaîne supplémentaires répartis sur le rang supérieur. Fin de citation. Il s'agit là de descriptions vraiment remarquables, n'est-ce pas? Ces utérus tricotés soulèvent dans mon esprit des questions sur les parties votives du corps de la Méditerranée ancienne. S'agit-il d'objets génériques? S'agit-il d'objets personnalisés? Les pièces moulées ont clairement été produites en masse. Or, ce ne sont que celles qui ont survécu. Martin Söderling a étudié les têtes votives d'Italie centrale. Il a remarqué qu'il est possible d'estimer le nombre de têtes fabriquées, peut-être plus de 200, en observant la perte progressive de définition de ces têtes au fur et à mesure qu'elles étaient produites avec le même moule. Sur ces têtes, l'arrière était fait à la main alors que l'avant ne l'était pas. Certaines avaient des traces de peinture, des cheveux de couleur sombre, du rouge pour les visages masculins et du blanc pour les visages féminins, du rouge pour l'iris et du noir pour la pupille. Ces objets étaient produits en série et commercialisés, mais pouvaient être personnalisés par une dédicace individuelle. Je ne connais pas de traces de peinture sur ces utérus, mais il était en tout cas possible de les peindre. Et même s'ils étaient génériques à l'origine, une fois que vous en avez acheté un pour l'offrir au dieu ou à la déesse, est-ce qu'il devenait l'utérus de quelqu'un, mon utérus? Est-ce qu'ils étaient mignons? L'émerveillement devant un utérus mignon, repris par Stewart dans sa citation « C'est peut-être pas mignon, mais c'est à moi », est clairement une réaction contre le malaise ressenti actuellement par les femmes face à l'aspect de leur partie corporelle. Est-ce une question de contingence historique? Cela soulève des questions sur le peu que nous savons des femmes du passé et de leur attitude envers leur propre corps. Qu'aurait pensé une femme de la Grèce antique à voir des utérus exposés dans un temple? Aurait-elle vu un utérus ou un organe contenant générique? Mais bien sûr, ceci ferait l'objet d'une autre discussion. Si on a commencé à tricoter les parties du corps féminin par amusement, parce que c'est tricotable, comme on disait, et parce que c'est éducatif, aujourd'hui, de plus en plus, on en fait des objets politisés, des objets qui font partie de ce que l'on appelle le craftivisme, c'est-à-dire de l'utilisation de l'artisanat, craft, pour des causes politiques ou sociales. Cela inclut ce que l'on appelle le tricot radical, radical knitting, où l'on recouvre de carrés crochetés en rose des objets tels que des chars de l'armée, par exemple. Encore le rose. En 2005, une campagne américaine intitulée Knit for Choice, tricoter c'est choisir, ou Wombs on Washington, tempête d'utérus sur Washington, visait à déposer des utérus tricotés devant la Cour suprême à Washington pour protester contre les menaces de restriction de l'accès à l'avortement. Toutefois, cet événement n'a jamais eu lieu, notamment en raison de divisions au sein du groupe organisateur. Dans le cadre de la campagne américaine de 2012 intitulée Government Free VJJ, offrez un vagin tricoté à votre député, VJJ est l'abréviation de vagin. Le slogan était le suivant, je cite, « S'ils en ont un, ils ne toucheront pas au nôtre ». Sous la rubrique « Qui sommes-nous ?» le mouvement déclare, je cite, « Nous sommes des femmes, nous sommes fortes, nous sommes intelligentes et aussi nous avons le sens de l'humour. » Fin de citation. Le projet Felt Cervix, col feutré ou col de l'utérus et feutre, c'est un jeu de mots entre felt qui veut dire ressentir, toucher et la matière, le feutre, donc de 2011-2013, posait des questions sur le col de l'utérus et le cancer du col de l'utérus et encourageait les femmes à voter pour les candidats politiques engagés à défendre les droits génésiques des femmes.
La combinaison de l'humour et d'un message politique se retrouve encore dans cette courte pointe réalisée par les Shoreditch Sisters au Royaume-Uni, un institut WWI, Women's Institute ou Institut des femmes modernes, qui fait partie de groupes locaux plus traditionnellement associés à la fabrication de confitures. Les Shoreditch Sisters associent leurs projets de vulve en patchwork à la dénonciation des mutilations génitales féminines et à la lutte contre le culte du vagin design, ainsi qu'au rejet de, je cite, de la stigmatisation et du dégoût que les gens ont pour nos organes naturels. Fin de citation. Après une journée de création à la Women's Library, elles ont écrit sur leur blog, citation, « Honnêtement, je n'ai jamais dit le mot vagin autant de fois en une journée, pour me rappeler ensuite que le vagin est techniquement la partie intérieure et que nous fabriquons des vulves, la partie extérieure. » Fin de citation. Je pense que ce commentaire est également intéressant. Quels sont les mots à utiliser? Lesquels peuvent être prononcés? Lesquels ont le pouvoir? Et cela nous rappelle aussi comment les mots peuvent changer de sens, comme en latin classique, vulva peut signifier utérus. À l'instar de la création de la courte pointe des vulves, le Whitstable Profanity Embroidery Group vise en partie à créer une communauté pour les femmes. Il a été fondé en 2014 et s'est inspiré de cette image d'une dame âgée brodant la profanité « Fuck the world » sur un coussin. Elles se réunissent tous les mois dans un pub local où elles, je cite, « boivent, cousent et discutent ». Fin de citation. Aucune compétence préalable n'est requise. Selon les termes de Pentney, il s'agit de, je cite, « créativité en dépit d'une compétence ou d'une formation artistique manquante ». Fin de citation. En plus de broder des gros mots, elles travaillent avec des termes argotiques décrivant les parties du corps féminin. En 2019, elles ont été présentées dans une série télévisée, All Women, et décrites comme, je cite, le Women's Institute version punk. Dans la même ligne, une de mes anciennes collègues, Kim Shahabuddin, vend des petits kits de mots uniques à connotation sexuelle en point de croix, commercialisés sous le nom de Smut and Tut, smut décrivant une obscénité et tut la désapprobation. Smut and Tut. Le nouveau musée du vagin à Londres vend également des patrons pour tricoter ou crocheter diverses parties du corps, dont des clitoris, que vous voyez ici. L'histoire des femmes comme productrices de tissus ne remonte pas seulement à très loin, mais elle s'accompagne également d'une vision des femmes comme étant astucieuses, à la fois productrices d'œuvres artisanales, mais aussi rusées, futées. La pièce en soie de Dora Wheeler, très connue, intitulée Pénélope défaisant son travail la nuit, de 1886, présente Pénélope à la fois comme un modèle de fidélité, loyale à son mari absent, Ulysse, et de sournoiserie, car elle a juré d'épouser l'un des prétendants, mais ne le fera que lorsque le linceul qu'elle tisse sera terminé. Beth Ann Pentney fait le commentaire suivant, je cite, « Si les féministes de la deuxième vague ont été historiquement considérées comme des femmes qui ont posé leur tricot, les féministes de la troisième vague peuvent être caractérisées comme celles qui l'ont repris. » Fin de citation. Et lorsqu'il s'agit des organes reproductifs féminins, les sœurs les tricotent pour elles-mêmes. Cela signifie qu'il faut faire des choix sur ce que nous montrons et sur la façon dont nous le montrons. Ces choix peuvent venir de nos connaissances théoriques et idéalisées quant à notre apparence physique, mais ces images semblent froides, inamicales et produites à des fins éducatives restrictives. Or, la laine est sympathique, la laine est mignonne. Je suis également frappé par le fait que les images de l'utérus que j'ai montrées dans des manuels sur du bois, du verre, sont désincarnées, centrées étroitement sur la nécessité d'extraire le bébé de l'utérus. Et les projets contemporains de tricot et de crochet désincarnent souvent l'utérus, une fois de plus. Le fait de considérer l'utérus ou le col de l'utérus comme partie plutôt que comme chose en soi peut, par exemple, aider lors d'interventions chirurgicales.
mais en même temps, les matériaux utilisés, leur douceur, leur couleur vont à l'encontre de la vision sociale selon laquelle ces parties sont mauvaises. Les utérus aux petits sourires sympathiques peuvent être une réaction contre l'opinion de l'Antiquité selon laquelle les femmes sont déformées, imparfaites. Dans leur contexte original, lorsque Galien, à la suite d'Aristote, a fait remarquer que, je cite, « Notre Créateur avait délibérément rendu la moitié de la race imparfaite et, pour ainsi dire, mutilée », fin de citation, il voulait dire par là qu'il devait y avoir, je cite, « quelque grand avantage dans une telle mutilation ». Fin de citation. C'est précisément parce que les femmes sont plus humides et plus froides qu'elles sont capables de nourrir l'enfant à naître. Pour nous, déformés ou moins parfaits sont des termes chargés et peut-être ce contre quoi réagit encore le mouvement « tricotez votre utérus mignon » ou « knit your own cute womb ». Pour Aristote et Galien, cependant, ces termes étaient simplement une autre façon d'exprimer ce que Rebecca Fleming a appelé l'incapacité critique des femmes, le manque de chaleur qui les empêchait de produire du sperme. Pour ces auteurs de l'Antiquité, la difformité résidait dans la production de fluide et non dans l'apparence physique des organes. Ainsi, donc, pour conclure, j'ai essayé de réfléchir à certains choix dans la façon de montrer les parties du corps. Où s'arrête l'utérus? Inclut-il les trompes de Fallope et les ovaires? Dans ces formes antérieures au XVIe siècle, non, ce n'est pas le cas. Inclut-il les ligaments, le vagin, la vulve, les lèvres? Où sont les limites d'un organe? Comment représentons-nous l'utérus? Le montrons-nous pour souligner sa plénitude, son vide ou ses possibilités de plénitude? Est-il représenté comme animé ou comme inanimé? J'ai également envisagé les matériaux dans lesquels ils peuvent être fabriqués et les différentes possibilités qu'ils offrent, ainsi que le passage de 2 à 3 dimensions. La laine peut donner un message d'accessibilité, loin de la salle d'opération ou du cadavre. Je dois ajouter ici que ce n'est pas toujours le cas. Emily Stoner King travaille je cite, à ce qu'elle appelle les lieux d'intersection entre l'art et la science, et elle fait la remarque suivante, je cite, « Je suis également intéressé par l'utilisation de matériaux douillés, comme la chaleur du tricot, pour créer des objets qui, d'ordinaire, font peur à beaucoup de gens. » Fin de citation. Cela signifie que son projet Anatomy, c'est un jeu de mots sur knit, tricoter, et anatomie en anglais, Anatomy, reproduit des dissections d'animaux en tricot. Cependant, le message ici est d'éliminer la peur en utilisant les qualités de la laine, et je pense que les projets d'utérus tricotés s'en inspirent également. Et enfin, ces différents utérus soulèvent la question de la finalité de l'image ou du modèle. Est-il créé pour former un professionnel ou pour qu'un professionnel l'utilise pour renseigner au public? Ou est-ce quelque chose de fabriqué par des gens ordinaires pour leur plaisir? Il est curieux de penser que la laine est un matériau qui adoucit ce qu'un utérus pourrait avoir de choquant, mais que les utérus en laine servent à créer un choc. Par ailleurs, je pense ici à leur valeur politique, à la valeur politique de l'utérus, utilisée comme témoignage de la différence des femmes pour rendre impuissants les législateurs à limiter les droits génésiques des femmes. Et je vous remercie de votre attention.